Vous êtes là? Ouf! Parce qu'il m'est encore arrivé un truc. Il faut absolument que je vous raconte. Je me suis dit, comment peut-on avoir des convictions sur nos origines aussi différentes entre d'un côté l'évolution et de l'autre côté la création? Alors je suis retourné voir mon ami ingénieur et je lui ai dit, mais il n'y a pas un moyen de savoir qui a raison entre l'évolution et la création? Et là il m'a dit, c'est un sujet passionnant. Parce qu'effectivement, en partant des mêmes observations, on peut arriver à des convictions totalement différentes. Prenons des observations concernant les fossiles. Sur la formation des fossiles, par exemple, le côté évolution va dire, eh bien c'est un processus qui a pris des centaines de millions d'années, et les fossiles sont la trace de l'évolution. Alors que le côté création va dire, pas du tout, les fossiles sont la trace du déluge, qui a eu lieu il y a seulement quelques milliers d'années. Sur le fait que nous manquons de fossiles intermédiaires. L'évolution va dire, eh bien, c'est normal parce que la fossilisation est un processus très rare. Et donc, nous avons sous forme de fossiles uniquement quelques pourcents des espèces qui ont existé. Alors que côté création, on va dire, pas du tout, nous n'avons pas de fossiles intermédiaires parce que ces intermédiaires n'ont jamais existé, puisque Dieu a créé directement les différentes formes de vie. Sur le fait que beaucoup de fossiles sont d'espèces disparues. Le côté évolution va dire, c'est normal, il y a eu beaucoup d'extinction d'espèces. Donc nous avons la succession des espèces, mais beaucoup sont disparus. Alors que côté création, on va dire, pas du tout. Les faits que beaucoup d'espèces fossilisées ne se retrouvent pas actuellement sont la trace du fait que les conditions de vie avant le déluge étaient très différentes et que du coup les espèces étaient très différentes. Sur le fait que les fossiles ne sont pas complètement mélangés dans les différentes strates. Côté évolution, on va dire, c'est normal, la fossilisation a eu lieu à des époques différentes et donc les fossiles que l'on retrouve dans les différentes strates sont différents. Alors que côté création, on va dire, pas du tout. Le fait qu'on ne retrouve pas les fossiles complètement mélangés vient du fait que la fossilisation a eu lieu à des endroits différents. Puisque lors du déluge, comme maintenant, les oiseaux, par exemple, et les coquillages ne vivent pas au même endroit. Donc c'est normal que dans les différents gisements de fossiles, on ne retrouve pas mélangés des fossiles de coquillages et des fossiles d'oiseaux. Autre observation importante que l'on peut faire, on retrouve des tissus mous dans les fossiles de dinosaures. Or, on sait bien que les tissus mous disparaissent assez rapidement. Lorsqu'un animal meurt, rapidement il ne reste que le squelette. Du coup, côté création, on va dire, le fait qu'on retrouve des tissus mous de dinosaures indique que la fossilisation de ces dinosaures est bien plus récente qu'on le croit. Alors que côté évolution, on va croire qu'il existe des processus qui permettent de conserver les tissus mous pendant des dizaines de millions d'années. Du coup, on s'aperçoit que finalement, un certain nombre de nos convictions reposent sur nos croyances, sur notre vision du monde. D'accord, mais du coup, est-ce qu'il n'existe pas un moyen scientifique de savoir qui a raison entre l'évolution et la création? Et là, il m'a dit, c'est là que le sujet devient passionnant. Parce qu'il existe effectivement un moyen d'évaluer le niveau de confiance que l'on peut avoir dans telle ou telle affirmation scientifique. C'est ce qu'explique très bien le chercheur qui s'appelle Rob Stadler dans son livre « Une approche scientifique de l'évolution ». Dans ce livre, il cite 6 critères qu'il faut utiliser pour évaluer le niveau de confiance que l'on peut avoir dans tel ou tel résultat ou dans telle ou telle affirmation scientifique. Ces critères se présentent sous forme de questions. Premier critère, peut-on reproduire l'obtention du résultat? Sinon, le niveau de confiance sera plus faible dans ce résultat. Deuxième critère, le résultat est-il le produit d'une observation directe ou indirecte? Si l'observation est indirecte, nous aurons moins confiance dans le résultat. Troisième critère, l'expérience a-t-elle été préparée, réfléchie, paramétrée? Si ce n'est pas le cas, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Quatrième critère, le résultat peut-il être biaisé? Si oui, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Cinquième critère, faut-il faire un certain nombre d'hypothèses pour parvenir au résultat? Si oui, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Et enfin, dernier critère, le résultat est-il le produit d'exagération? Si oui, là aussi, nous aurons moins confiance dans ce résultat. Et Rob Stadler applique donc ces critères aux différentes affirmations scientifiques qui sont en général utilisées en faveur de la théorie de l'évolution. Utilisons ces critères pour évaluer le niveau de confiance que l'on peut avoir dans l'affirmation suivante. Les formes de vie que l'on observe sous forme de fossiles seraient le résultat du processus de l'évolution. Appliquons les critères. Premier critère, peut-on
reproduire l'obtention du résultat? Manifestement, non, puisque nous ne pouvons pas reproduire l'évolution qui aurait duré des centaines de millions d'années. Deuxième critère, le résultat est-il le produit d'une mesure directe? Manifestement non, puisque l'observation des fossiles est une mesure indirecte du processus qui a conduit à l'évolution des animaux. Troisième critère, l'expérience a-t-elle été préparée? Manifestement non. Nous arrivons à la fin de ce processus. Quatrième critère, le résultat peut-il être biaisé? Manifestement oui, puisqu'on a vu que beaucoup de nos convictions viennent de nos présuppositions. Cinquième critère, faut-il faire un certain nombre d'hypothèses pour parvenir au résultat? Manifestement oui, puisque comme nous manquons de fossiles intermédiaires, il faut supposer que les espèces intermédiaires ont existé. Et sixième critère, le résultat est-il le produit d'exagération? Manifestement oui, il faut faire un certain nombre d'extrapolations pour arriver à ce résultat, à cette affirmation. Rob Stadler conclut donc que le niveau de confiance que l'on peut avoir dans cette affirmation est très faible. Rob Stadler utilise ensuite ces critères pour passer en revue un certain nombre d'affirmations qui sont utilisées en faveur de la théorie de l'évolution, pour s'apercevoir qu'elles revêtent toutes un niveau de confiance très faible. C'est le cas de la formation des fossiles, c'est ce que l'on vient de voir. C'est également le cas sur les structures soi-disant vestigiales. C'est également le cas sur ce qu'on appelle l'homologie, c'est-à-dire la ressemblance entre les différentes parties de squelette. Et c'est enfin le cas pour les soi-disant mauvais designs d'organes que l'on observe. Donc au bout du compte, Rob Stadler s'aperçoit que le niveau de confiance que l'on peut avoir dans les affirmations qui sont utilisées en faveur de la théorie de l'évolution et portant sur les fossiles, eh bien ce niveau de confiance est très faible. L'auteur s'intéresse ensuite à un certain nombre d'observations que l'on peut faire à partir de la génétique et sur les affirmations que l'on peut en tirer. L'auteur s'intéresse à la génétique des mutations. Il s'intéresse aussi à un certain nombre d'expériences qui ont eu lieu, notamment celles qui ont produit des dizaines de milliers de générations de bactéries. Il s'intéresse aussi à la fameuse résistance aux antibiotiques. Il s'intéresse aussi à la production de tryptophane. Et enfin, il s'intéresse au phénomène observable de la spéciation. Il en conclut, après avoir utilisé les critères, que le niveau de confiance que l'on peut avoir dans tous ces résultats est très élevé. Mais il fait tout de suite les deux constatations suivantes. Première constatation, les changements que l'on a obtenus correspondent tous à des modifications mineures d'éléments génétiques déjà existants. Deuxième constatation, nous n'avons jamais pu observer l'apparition de gènes entièrement nouveaux, c'est-à-dire venant d'informations génétiques entièrement nouvelles. Rob Stadler en tire donc la conclusion suivante. Les observations et les résultats que l'on obtient à partir de la génétique peuvent facilement être utilisés avec un haut niveau de confiance pour promouvoir ce qu'on appelle généralement la microévolution, c'est-à-dire des changements mineurs d'éléments existants. Par contre, il constate que nous pouvons difficilement utiliser ces observations en faveur de ce qu'on appelle la macroévolution, c'est-à-dire des changements très importants, comme par exemple le passage d'une forme de vie à une autre. Car ces changements nécessitent justement l'apparition de beaucoup de nouvelles informations génétiques. Donc finalement, Rob Stadler constate que nous n'avons pas de résultats scientifiques pour lesquels on pourrait avoir un haut niveau de confiance et qui pourraient être utilisés en faveur de la théorie de l'évolution. Ça alors? Mais comment ça se fait que finalement beaucoup de gens y croient à cette théorie de l'évolution? Et là il me dit, eh bien vous avez raison d'utiliser le terme de croyance, puisqu'au bout du compte, cela repose beaucoup sur notre croyance. Et pour ma part, moi qui suis chrétien, je me tourne vers la Bible. Et nous pouvons faire un certain nombre d'observations sur le texte de la Bible. La première observation, c'est que je ne connais pas de verset qui parle explicitement de l'évolution. Si vous en connaissez, je vous invite à me les faire connaître en écrivant à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Deuxième observation, eh bien ce sont des conclusions qu'on peut tirer sur un certain nombre de textes. Je vous en propose 3. Le premier texte, c'est le premier chapitre de la Genèse, dans lequel une expression revient 10 fois. Cette expression, c'est « selon leur espèce ». Alors il ne s'agit pas du concept scientifique d'espèce, mais la répétition de cette expression nous pousse à croire que la Bible indique une certaine stabilité des formes de vie. Deuxième texte, eh bien, il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10, dans lequel Jésus fait l'affirmation suivante. Au commencement de la création, Dieu créa l'homme et la femme. Et j'ai personnellement du mal à imaginer que le commencement de la création
serait la fin d'un processus qui aurait pris des centaines de millions d'années. Le troisième texte que je trouve pertinent, il se trouve dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, dans lequel il est écrit que dans les derniers jours, des hommes viendront en voulant ignorer volontairement la création et le déluge. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe du côté de l'évolution. Je suis donc poussé à croire que la Bible fait plutôt la promotion de la création directe par Dieu des différentes formes de vie. Et au bout du compte, je me retrouve donc avec les deux considérations suivantes. Première considération, la confiance que l'on peut avoir dans les affirmations scientifiques qui sont en faveur de la théorie de l'évolution, cette confiance est très faible. Deuxième considération, il me semble que la Bible nous pousse plutôt à croire en la création directe par Dieu des différentes formes de vie. Et c'est pourquoi il me semble plus logique de croire en cette création directe.